Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance risk-off. L'aversion pour le risque est en train de se diffuser, s'installer dans les marchés. On le voit avec quelques indicateurs clés, ne serait-ce que la hausse du dollar qui montre quand même qu'on cherche un peu de refuge sur certains actifs. L'euro-dollar est passé sous 1,17 aujourd'hui. Et puis on voit le mouvement de repentification de la courbe des taux, les taux longs qui repartent à la hausse depuis quelques jours maintenant et on semble être entré dans une nouvelle séquence de remontée des taux obligataires avec le sujet de l'inflation qui devient de plus en plus central dans la tête des investisseurs et des banques centrales justement qui sont peut-être amenés à se refocaliser un peu plus sur le sujet de l'inflation qui est en train de gagner en traction sur fond d'énergie crunch généralisée en Europe mais en Chine également. On parlera spécifiquement de la situation chinoise avec les équipes de CPR Asset Management dans un instant. Sur le plan de la conjoncture, on peut s'attendre à une fin d'année quand même compliquée pour l'économie chinoise entre la grande reprogrammation, le deleveraging du marché immobilier et la situation énergétique qui vient encore compliquer la donne pour la Chine. Qu'attendre de ce point de vue-là? On en parle donc dans quelques instants. On parlera des marchés également avec les équipes de Bordier et compagnie. Des taux qui remontent, ça a un impact direct évidemment sur les marchés actions. On le voit aujourd'hui avec une baisse généralisée des indices actions en Europe. Les valeurs qui souffrent le plus étant les valeurs de croissance, les valeurs avec du pricing power qui sont les plus chères du marché et qui souffrent dans un premier temps de cette remontée des taux longs. Le 10 ans américain est repassé au-delà des 1,50% et le 10 ans allemand remonte jusqu'à moins 0,2% aujourd'hui. Enfin, pour être complet sur l'agenda de cette journée, notez que nous aurons beaucoup de prises de parole de banquiers centraux aujourd'hui et dans les prochains jours encore avec le forum de la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde qui s'exprimera en ouverture de ce forum dans l'après-midi ainsi que l'audition, le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell devant les équipes du Congrès aujourd'hui au Sénat et jeudi à la Chambre des représentants. Et c'est une séance risk-off en cours sur les marchés. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen. Changement de tendance à Paris qui progressait dans le vert hier, en tête des préoccupations, les tensions inflationnistes caracolent, sans compter les mésaventures du chinois Evergrande et puis la perspective d'une réduction des mesures de soutien des banques centrales. Jérôme Powell et Christine Lagarde vont s'exprimer aujourd'hui, allocution qui pourrait apporter un semblant d'éclairage sur ce dernier point. Christine Lagarde qui déclarait hier que les tensions inflationnistes devraient se résorber dans le courant de l'année prochaine. Elle lancera à 14h le Forum on Central Banking de la BCE, le pendant du symposium de Jackson Hole. Son homologue de la Fed, Jérôme Powell, et la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, seront auditionnés par la commission bancaire du Sénat à partir de 16h. Et puis aujourd'hui, nous découvrirons aussi l'indice de confiance du consommateur américain. À noter que le rendement des emprunts obligataires ne cesse de se tendre. À New York, le S&P 500 et le Nasdaq Composite en faisaient d'ailleurs les frais hier. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est repassé au-dessus des 1,5%. Dans le même temps, le baril de Brent de la mer du Nord franchissait la barre des $80 cette nuit, et ce, pour la première fois depuis 3 ans. Total Energy progresse, idem pour Vallourec. En Asie, les marchés évoluaient en ordre dispersé ce matin. Les valeurs de l'immobilier sont orientées à la hausse grâce à une banque centrale chinoise qui se veut rassurante. Elle affirme qu'elle s'attachera à assurer une évolution saine du marché de l'immobilier. On rappelle qu'Evergrande doit faire face cette semaine à 47,5 millions de dollars de versement de coupons. Son titre gagne plus de 6%. Et puis un autre bémol en Chine où les restrictions sur la consommation d'électricité, notamment à l'encontre des grandes entreprises, incitent certains analystes à abaisser leurs prévisions de croissance pour le pays. Goldman Sachs ramène son estimation à 7,8% pour cette année et à 5,5% pour 2022. On relève que le secteur du luxe
luxe en fait les frais. Et focus sur quelques valeurs aujourd'hui, Ipsos chute de plus de 7%. Le spécialiste des sondages et des enquêtes d'opinion a renoncé à la nomination de Nathalie Roos comme directrice générale, nomination qui devait prendre effet cette semaine. Il s'agirait finalement du dirigeant de sa filiale britannique Ben Page, une décision qui, du fait de profondes divergences avec le fondateur Didier Truchot. Et puis ST Microelectronics recule dans le sillage du Nasdaq et des tensions sur les rendements obligataires. Capgemini et Dassault Systèmes suivent le mouvement. Au niveau européen, le stock 600 de la technologie accuse la plus forte baisse sectorielle. Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Parlons de la Chine pour attaquer cette émission de la mi-journée de Smart Bourse avec Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'être avec nous. Oh, c'est notre feuilleton, notre fil rouge de conversation avec vous. La Chine avec un empilement quand même de situations de vent contraire, comme on dit sur les marchés pour la croissance économique chinoise. C'est intéressant parce qu'on aura des enquêtes de conjoncture, je crois, jeudi en milieu de semaine sur le mois de septembre en Chine, après le coup d'arrêt assez brutal qu'on avait pu constater pour l'économie chinoise en août. Quand on regarde quand même la situation aujourd'hui, c'est difficile de s'imaginer qu'on puisse avoir une amélioration rapide de la situation conjoncturelle chinoise avec un choc énergétique qui visiblement est en train de s'ajouter aux autres problématiques de l'économie chinoise aujourd'hui, Laetitia. Effectivement, Grégoire, nous avions eu un mois d'août qui avait été entaché par les effets, les conséquences des fermetures partielles d'activités liées à la résurgence de l'épidémie sur le pays. Et là, on attendait donc un rebond de l'activité au mois de septembre. Les indicateurs de haute fréquence, de trafic routier, de trafic dans les trains, métros, aériens, étaient plutôt orientés dans le sens d'une normalisation de ces indicateurs. Et là, on a de nouveau une alerte assez sérieuse, puisque même les journaux, je dirais, locaux à destination de la presse internationale, évidemment, nous font part de fermetures d'usines assez importantes sur la côte est, et donc pour des raisons de pénurie d'électricité. Alors on a en fait la traduction pour les entreprises d'électricité qui s'approvisionnent en charbon de la flambée du cours du charbon, et il n'est plus rentable pour ces entreprises de produire de l'électricité, donc elles ferment leur activité, et cela a donc des conséquences non négligeables sur l'ensemble des chaînes de production. Donc on risque d'avoir effectivement des PMI un peu moins bon en tout cas manufacturier, un peu moins bon sur ce mois de septembre. Ouais. Une situation qui intervient en plus avant la semaine de fête nationale en Chine, Laetitia, qui est toujours un moment clé pour le trafic, pour la consommation. La Chine va être fermée à partir de vendredi jusqu'à la semaine prochaine. Effectivement, ce sont les congés d'automne, donc une semaine. Alors, en général, on observe notamment le comportement de consommation des ménages. Alors, on est ravis de voir que l'épidémie a régressé là sur les dernières semaines. Donc, normalement, on devrait avoir un retour de ces ménages chinois dans les magasins et surtout les restaurants et toutes les activités de loisirs. Donc, un peu moins inquiet, je dirais, sur le volet non manufacturier, beaucoup d'incertitudes sur l'industrie manufacturière, comme je le disais précédemment. S'il n'y a pas d'énergie, c'est compliqué pour ces entreprises de fonctionner. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur les impacts de la restructuration du marché immobilier, Laetitia? Alors, ça fait partie de la grande reprogrammation, l'idée d'un reset du modèle économique ou du modèle immobilier chinois, notamment, avec un deleveraging violent pour les grands acteurs du secteur immobilier. Sur les impacts macro, est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur la manière dont la croissance chinoise va être affectée et la durée pendant laquelle la croissance chinoise va être affectée par ce refroidissement volontaire du marché immobilier chinois?
Alors c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Le volet, je dirais, immobilier de la réforme chinoise, du changement de ton, il date pas d'hier. Dès 2017, Xi Jinping avait dit le logement, c'est pour y vivre, c'est pas pour spéculer. Donc c'est pas d'hier. Et on avait chaque année ce point d'interrogation sur que va devenir ce secteur de l'immobilier. La Covid a fait une pause en fait dans cette restructuration. Le début d'année aurait dû nous alerter un peu plus vigoureusement sur la suite sur le secteur des événements, puisqu'on avait eu ces fameuses 3 lignes rouges de mesures de restriction sur l'endettement des groupes immobiliers, et donc une vraie volonté de restructurer ce secteur. Il faut bien voir que les promoteurs immobiliers, c'est une grosse partie de l'endettement des entreprises non financières en Chine. Cet endettement a fortement cru. Il est retourné sur des plus hauts l'an dernier. On est autour de 163 points de PIB selon les derniers chiffres de la Banque mondiale. Donc on a vraiment des niveaux d'endettement assez élevés. Donc l'État souhaitait contrôler ce surendettement. Mais il me semble que l'État ne veut pas en contrepartie, faire s'effondrer cette activité réelle qui est celle de la construction et du logement. Dans sa volonté de résoudre la problématique de l'inégalité, c'est baisser le prix du logement, mais ce n'est pas arrêter toute l'activité, parce que sinon il y a un souci pour les ménages chinois. Donc je crois qu'il va falloir être vigilant sur comment vont se résorber ces questions, notamment de surendettement. Et je pense qu'il y aura, à mon avis, la syndication en 2 choses, 2 volets. On va sauver l'activité réelle, et donc en s'appuyant sur des groupes publics vraisemblablement, ou repris en main par d'autres acteurs un peu en meilleure santé financière, on va dire. Et puis par contre la mise au clair des situations de surendettement des promoteurs immobiliers, à n'en pas douter. Donc voilà, deux pans. Alors, quel impact sur l'économie? Au total, la construction, c'est 7-8 points de PIB. Le real estate, c'est 7-8 points de PIB également. Donc, vous voyez, une grosse enveloppe à la louche de 15%. Si, évidemment, on prenait l'ensemble des secteurs en amont et en aval, je pense au ciment ou aux meubles, forcément, on a un impact plus important. Il me semble qu'il ne faut pas non plus tout jeter. Donc, il y aura un impact sur cette croissance réelle chinoise, à n'en pas douter, mais qui ne sera pas non plus considérable, me semble-t-il. Et de fait, je rappelle toujours, mais on avait tous été perplexes sur le niveau objectif de croissance des autorités. 6% vous vous rappelez, en début d'année, l'objectif officiel de 6%. Supérieur à 6%. Ouais. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer, finalement, on se dit qu'ils nous avaient alertés. Je rappelle, 6% en début d'année, c'était l'acquis de croissance au sens strict de l'économie chinoise. Tous les observateurs se disaient, mais c'est comme si la Chine nous disait, il n'y aura pas de croissance supplémentaire au-delà de l'acquis pour cette année 2021. Et tout le monde se disait, mais c'est impossible, ils feront forcément plus que l'acquis de croissance. On comprend mieux les choses maintenant. Ils vont faire plus, mais pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça. Voilà. Au final, pour conclure, Laetitia, est-ce que quand même, quand on accumule autant de vents contraires sur une économie comme l'économie chinoise, est-ce qu'en tant qu'investisseur, il faut commencer à anticiper un certain nombre d'adoucisseurs venant de la politique monétaire, venant de la politique budgétaire ? Écoutez, c'est vrai que c'est le réflexe que l'on a depuis de longues années. Chaque fois que ça ralentit, on a eu le sentiment qu'on lâchait un peu les vannes en termes de crédit bancaire, en termes d'émissions obligataires des gouvernements locaux pour financer des projets. Voilà. Je pense qu'il y aura un soutien. Il y a déjà des enveloppes débloquées et on est loin d'avoir utilisé notamment tous les quotas d'émissions au titre des gouvernements locaux. Donc il y a moyen de faire appel à du financement public
public pour soutenir la croissance. Mais je ne crois pas que les autorités voudront donner ce message d'un soutien tout azimut. Ils vont être très très prudents. Quand on regarde le soutien monétaire, c'est vraiment pour le financement des PME et des PME innovantes a fortiori, puisque c'est le nouvel objectif du 14e plan quinquennal. Donc un financement ciblé qu'il faudra aller chercher pour nous, investisseurs étrangers, de façon plus, je dirais, précautionneuse et être très sélectif dans nos investissements sur ce pays. Mais bien évidemment, la Chine restera une zone d'investissement pour le monde entier, puisque ça reste la deuxième économie mondiale et qu'on ne peut pas faire sans la Chine. Merci beaucoup Laetitia, merci pour votre analyse de la situation chinoise qui est un fil rouge de l'émission avec vous. Laetitia Badeski, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management, avec nous par téléphone. La Chine, qui est évidemment un des enjeux pour les investisseurs globaux aujourd'hui, pas le seul, mais c'est un enjeu important. Parlons des marchés avec Patrick Guérin, qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Patrick. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Regardons peut-être le marché obligataire qui corrige depuis quelques jours maintenant. On voit des taux longs qui remontent à nouveau. Parce que depuis 6 mois, quand même, ces taux longs n'arrêtaient pas de baisser. Depuis la fin mars, où on avait atteint un 75, un 80% sur le 10 ans américain. On était retombé, j'ai regardé, mi-août, début août, à 1,15% sur le 10 ans américain. Donc on avait une belle glissade quand même de quelques mois. Et puis, depuis une semaine, ça commence à devenir à nouveau très visible, puisque le 10 ans américain a franchi 1,50% à la hausse. Que vous inspire cette situation ? Est-ce qu'il y a des éléments d'explication particuliers ? Et puis on verra jusqu'où le chemin nous emmène, mais on voit quand même que les taux, les mouvements, la dynamique des marchés obligataires a toujours un impact très direct sur les marchés actions. Et il guide tout à fait les marchés d'actions, vous avez raison de le souligner. En fait, la particularité de cette hausse, de cet nouvel épisode de hausse, c'est sa brutalité, puisqu'elle a été directement la suite des interventions de M. Powell la semaine dernière à l'issue du FOMC, et il a un peu surpris les marchés, il faut bien le dire, avec un discours qui était assez net, cette fois, allant dans le sens d'une réduction des interventions de la Fed programmée à partir de la fin de l'année. Et c'est un signal en fait qui a été perçu comme tel par le marché obligataire, signifiant qu'il est temps en fait de changer la politique accommodante. Et c'est vrai que passer de 1,30 à 1,50 en 10 jours, c'est assez brutal, c'est assez violent. Et ça ne peut pas laisser indifférents les marchés d'actions qui n'ont pas manqué de réagir. Pas immédiatement d'ailleurs, vous l'aurez observé. C'est vrai. Ils ont dans un premier temps plutôt d'ailleurs bien accueilli. Les premiers jours de hausse de taux étaient plutôt positifs pour les marchés actions. Tout à fait. Et c'est lorsque les taux ont commencé à monter un peu plus brutalement que la réaction a été un peu moins favorable. Parce qu'en fait, en toile de fond de la hausse des taux, il faut bien comprendre que ce qui est derrière, c'est une perception d'une augmentation de l'inflation dans les prochains mois. Donc, c'est ça en fait qui inquiète les investisseurs, parce que on a tous en mémoire en fait le discours, même encore très récemment, de M. Powell, qui dit toujours que l'inflation c'est un phénomène transitoire, même si elle est un peu plus élevée qu'il ne s'y attendait. Mais en fait, c'est pas forcément la lecture qu'en font les investisseurs. Et oui, c'est ça. Et c'est cette double. C'est un débat permanent entre le discours des banquiers centraux, l'inflation est transitoire et restera transitoire, et la perception des marchés qui peut évoluer par rapport à ça. Voilà. Donc c'est pas le lieu ici de dire qui a raison, puisque personne ne le sait. Donc on a plutôt tendance à imaginer que c'est M. Powell qui a raison. Mais ce qui est certain, c'est que les tensions actuelles sur les taux ne sont pas prêtes de s'arrêter. Ouais. On peut d'ores et déjà faire ce pari. On peut tourner le problème dans tous les sens. C'est quand même le sens du voyage. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec, vous l'évoquiez en introduction, la hausse des matières premières, la hausse des prix de l'énergie, qui contribue évidemment fortement à l'augmentation de l'inflation, puisqu'on a en mémoire, et il faut toujours l'avoir en mémoire, cette information très importante, c'est que structurellement, depuis quelques mois, la hausse de l'inflation, c'est surtout la hausse de 3 postes principaux, l'énergie, aux États-Unis, l'énergie, l'alimentation pour les ménages et le logement. Si on écarte ces 3 éléments, on n'a pas vraiment
une hausse spectaculaire de l'inflation. Bien entendu, c'est une présentation, parce qu'il y a quand même de l'inflation. Ils sont bien là. Le particulier à la pompe, quand il doit remplir son réservoir. Il y a des effets d'optique, des effets loupe très forts sur certains prix. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est que ça peut avoir un impact non négligeable sur la consommation dans les prochains mois. Et on a tous en tête que la consommation, c'est 2/3 du PIB. Donc, avec ça, viennent se ajouter évidemment des inquiétudes sur la poursuite de la croissance. Est-ce qu'on ne va pas avoir une décélération de cette croissance ? Si vous ajoutez en plus en toile de fond des indicateurs PMI qui sont un peu moins bons, ils ne sont pas mauvais, ils sont un peu moins bons, ça vous donne un tableau d'ensemble qui n'est pas très flatteur pour les marchés et qui génère beaucoup de volatilité, comme c'est le cas depuis ces derniers mois, dernières semaines. Une des grandes questions sur l'inflation, c'est de savoir si elle se traduit par des hausses de salaire généralisées, parce que des hausses de salaire, il y en a. Généralisé, c'est une vraie question encore aujourd'hui. Et j'allais dire, c'est l'argument rempart encore aujourd'hui d'un Jérôme Powell, de dire le marché du travail n'est pas encore suffisamment sous tension, les hausses de salaire ne sont pas généralisées, donc je peux me permettre de pas trop regarder l'inflation sur les prix des matières premières ou le prix de la voiture d'occasion aux États-Unis en l'occurrence. Mais on sent quand même que... Pour le moment, il a raison. C'est-à-dire que l'inflation ne se diffuse pas de manière généralisée dans l'ensemble des salaires. Ça, c'est un filet de sécurité important quand même pour les marchés. Oui, parce que c'est seulement le couple infernal, en fait, inflation, salaire généralisé, qui fait que ça ne s'arrête jamais. Si c'est contraint parce que c'est lié à des difficultés de recrutement spécifiques dans certains secteurs d'activité, les services, l'hôtellerie, la restauration, j'allais dire, ça va encore. Bien entendu, mais c'est lorsque on assiste à une diffusion plus généralisée qu'on peut être inquiet. Mais ce n'est pas le cas, pas encore. Bon, on voit bien une situation qui devient un espèce de casse-tête quand même pour les banques centrales et pour les investisseurs. C'est-à-dire que je comprends que dans cette histoire de hausse des coûts, hausse des matières premières, on a envie de se tourner vers les sociétés qui ont du pricing power. Sauf que ces sociétés-là, souvent... elles sont déjà bien valorisées et elles souffrent en plus mécaniquement de la remontée des taux longs. À l'inverse, si on veut jouer la remontée des taux, on va se tourner vers des secteurs dits value, financières ou autres. Et en même temps, on se dit que quand on va de ce côté-là, c'est pas les sociétés qui ont le plus de pricing power si demain il faut passer des hausses de prix ou intégrer des salariés avec des salaires plus élevés, etc. Ouais, c'est là où on peut essayer de passer un message qui consiste à dire aux clients investisseurs, regardez dans le temps long et investissez dans des entreprises solides qui ont un beau profil de croissance régulier, qui va peut-être être freiné à horizon 3 mois, 6 mois, c'est possible. Mais je n'oublie pas non plus qu'on a connu, et vous l'évoquiez tout à l'heure, un épisode qui, au début du mois de mars, enfin à la fin du premier trimestre, a vu les taux monter très vite et redescendre tout aussi vite. Donc attention aux rotations trop brutales. On pourrait le regretter. Donc notre conseil à nous, c'est de rester investi sur des valeurs qui offrent de la visibilité, qui sont chères, vous avez raison, mais dans lesquelles on a des perspectives de progression beaucoup plus durables. Dans ces moments un peu compliqués, c'est ce que disent certains stratégistes, c'est bien de revenir un peu sur les méga-tendances. Celles dont on est certain que dans 4, 5, 10 ans, elles seront toujours un moteur important pour les économies. Je suis d'accord avec ça. Donc, favoriser la transition énergétique, c'est une très bonne idée. Les fonds climatiques, c'est une très bonne idée. Mais le socle, il ne doit pas être là, en fait. Il faut avoir un portefeuille bien diversifié. Donc, des valeurs de croissance qui constituent le socle et de manière accessoires, non négligeables mais accessoires, les thèmes de transition que vous évoquez, comme par exemple aussi la biotechnologie, qui est une idée passionnante. Et mais attention, parce que ce sont des valeurs qui sont souvent très chères et pour certaines d'entre elles qui ne gagnent pas d'argent. Et le marché va être très exigeant puisqu'on arrive à la saison des résultats et qui va démarrer dans quelques semaines, début octobre, c'est ça. Et on risque d'avoir des périodes un peu difficiles, puisque certaines sociétés vont publier des résultats qui seront peut-être pas très mauvais, mais elles auront des difficultés à communiquer sur leur guidance des mois à venir. Et on n'est pas à l'abri de sanctions très sévères.
On l'a vu, je cite là 2 exemples marquants quand même des derniers jours, je crois que c'était la semaine dernière, FedEx et Nike, qui en avance parce que calendrier, exercice décalé ont déjà publié leurs résultats et commenté un peu la suite. Ouais. C'est des boîtes qui opèrent dans un environnement de demande incroyable. Le e-commerce, les baskets, c'est tout ce qu'on achète aujourd'hui, c'est tout ce qu'on consomme aujourd'hui. Férocement. Pardon ? On consomme férocement. Férocement, oui. Avec un esprit de revanche. Et pour autant, ces boîtes font des warnings. Ouais. Donc, ça sera très important d'être extrêmement vigilant sur les communications, les publications. Et donc, dans notre allocation, on sera très attentif à sélectionner les meilleurs. Comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas, amener peut-être des protections ? Alors là, c'est des sujets un peu techniques de gestion de portefeuille ou d'allocation, mais comment est-ce qu'on peut apporter, si les incertitudes augmentent, s'il faut être plus précautionneux, comment est-ce qu'on se protège aujourd'hui éventuellement ? En fait, il y a 3 formes de protection possibles aujourd'hui. La première, la plus évidente, c'est le cash. Parce que c'est toujours utile dans des périodes un peu complexes comme celles que nous sommes en train de vivre, de conserver des poches de liquidité pour pouvoir faire des investissements à bon compte. On ne peut pas évidemment être investi à 100% en cash. L'autre possibilité, c'est d'être investi sur des métaux précieux. Malheureusement, ces derniers mois, ce n'était pas extraordinaire d'être investi trop significativement sur l'or, puisque c'est ça dont je parle. Est-ce que les taux réels peuvent remonter un peu ? Les taux réels peuvent remonter un petit peu. Et ce qu'on voit, c'est que paradoxalement, on a un changement de paradigme, parce que jusqu'à présent, lorsque les marchés se repliaient, ça profitait à l'or. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, pour plein de raisons, mais c'est plus tout à fait le cas. Et enfin, la troisième possibilité pour se protéger, bien entendu, c'est d'être investi à travers des hedge funds, donc des placements alternatifs qui permettent de résister beaucoup mieux, puisque ces fonds ont pour particularité d'être à la fois longs sur certaines valeurs et courts, c'est-à-dire de shorter, de vendre celles d'entre elles qui leur paraissent les moins à même de résister au marché. Donc voilà un ensemble d'éléments qui peuvent permettre de protéger les portefeuilles dans des périodes troublées comme celles que nous vivons. Parce que ce que je peux dire de manière assez certaine, c'est que c'est pas fini. Merci beaucoup Patrick. C'est fini pour aujourd'hui, mais effectivement la suite de l'histoire est encore à venir. Patrick Guérin qui était avec nous en plateau, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Une séance d'aversion pour le risque, on vous le rappelle, avec des sujets complexes qui sont en train d'animer les marchés en ce moment, et une baisse de plus d'1,5% à mi-séance pour les actions européennes. On se retrouve ce soir à 17h en fin de séance en Europe avec nos invités de Planète Marché, notamment en direct sur Bismart.